Si la Terre ne tournait pas, il y aurait une seule cellule qui va assurer la circulation atmosphérique générale depuis l'équateur vers les pôles. L'inégale répartition latitudinale de l'énergie sur notre planète permet de distinguer 5 grandes zones climatiques. Une zone chaude ou intertropicale de part et d'autre de l'équateur, 2 zones tempérées et 2 zones froides vers les pôles. Les facteurs climatiques régionaux tels que l'altitude, la proximité de la mer, les courants marins ou bien le voisinage du montagne, ils vont permettre de distinguer les différents types de climats régionaux et même des climats locaux. La circulation océanique est le résultat de 2 types de courants. Des courants de surface générés par les vents, donc en relation étroite avec la circulation atmosphérique générale, les courants de fond qui sont régis par la variation de la densité de l'eau. Mais il ne faut pas oublier le rôle de la force de Coriolis, donc qui joue un rôle important dans la direction que ces courants vont prendre. Les courants de surface et de profondeur forment une boucle de circulation océanique permanente à l'échelle mondiale. Elle est dite aussi circulation thermohaline. Thermo veut dire chaleur et haline veut dire sel, donc en relation avec la densité des eaux. En rouge, c'est les courants de surface chauds. En bleu, c'est les courants de profondeur. Qu'est-ce qui arrive alors? Donc les eaux de l'Atlantique Nord, froides et salées, c'est-à-dire plus denses, elles vont plonger en profondeur jusqu'à 2000 à 3000 mètres et ils vont créer des courants de fond qu'on appelle downwelling qui vont s'écouler en direction de l'Atlantique Sud. Ces eaux vont arriver par la suite à l'océan Indien et l'océan Pacifique où ils vont remonter en surface dans des endroits de remontée d'eau dite upwelling. Le retour de cette circulation océanique vers l'Atlantique du Nord s'effectue via des courants chauds de surface dont la circulation est liée à la circulation atmosphérique générale, c'est-à-dire les vents. Et une boucle complète peut durer un millénaire. Maintenant, on va aborder la paléoclimatologie. La paléoclimatologie, c'est la science qui étudie les climats passés. Elle vise donc à reconstituer les variations climatiques au cours du temps et leurs causes. Pour cela, elle utilise des indicateurs paléoclimatiques, sédimentologiques, géochimiques ou paléontologiques. Les indicateurs sédimentologiques. En fait, certaines roches sédimentaires peuvent être utilisées comme des marqueurs de température et par conséquent comme des indicateurs climatiques. Les thyllites, ce sont des conglomérats qui se forment dans des environnements glaciers, sont des indicateurs d'un climat froid. Les charbons, qui résultent de la transformation de la matière organique issue des végétaux, sont des indicateurs donc d'un climat tempéré froid. Les bauxites, qui résultent de l'altération sous climat tropical associée au charbon, peuvent indiquer un climat tropical. Les évaporites et les calcaires, donc des roches chimiques qui résultent de la précipitation directe des ions contenus dans l'eau, sont indicatrices de climat aride. Donc, l'analyse de la distribution des roches sédimentaires permet de reconstruire les climats passés de la Terre. Si on prend l'exemple de la période du Crétacé, on remarque que les roches sédimentaires sont dominées par les évaporites, les bauxites et les charbons
ce qui indique que le Crétacé était plutôt une période chaude. Les indicateurs géochimiques, ça consiste surtout en l'analyse des isotopes d'oxygène, notamment le taux de l'oxygène 18. Ces analyses peuvent être effectuées dans les carottes de glace ou encore dans les tests de foraminifères. Ce sont donc des êtres vivants unicellulaires, planctoniques ou benthiques, donc qu'on retrouve dans les sédiments marins. Le principe de la méthode est le suivant, c'est que lorsque la température diminue, l'oxygène O16 il est stocké au pôle sous forme de glace. Donc, la concentration en O16, elle diminue dans l'eau et par suite, le rapport de O18 augmente dans l'eau et par conséquent dans les tests des foraminifères benthiques. Mais si la température augmente, le contraire va se passer, la glace va fondre, elle va libérer et restituer l'oxygène 16, donc la concentration en O16 de l'eau augmente et par conséquent, donc le taux de l'oxygène O18 il diminue dans l'eau et dans les tests de foraminifères benthiques. Dans la glace, l'évolution du taux de l'oxygène 18, elle est inverse à celle observée dans l'eau et dans les tests des foraminifères. Par conséquent, si la température diminue, donc le taux de l'oxygène O18 va diminuer, et si la température augmente, le taux de l'oxygène O18 va augmenter dans la glace. L'analyse de la variation du taux de l'oxygène O18 des tests de foraminifères au cours des 130 000 dernières années a permis de se rendre compte de la succession de stades froids et d'interstades chauds. Par convention, on attribue un numéro impair aux interstades chauds et un numéro pair donc aux stades froids, c'est-à-dire les glaciations. Les climats passés de la Terre peuvent aussi être déterminés par l'analyse de la distribution des faunes et des flores qui sont sensibles au climat, et on parle alors d'indicateurs paléontologiques. Comme exemple, on cite Neoglobquadrina pachyderma. C'est un foraminifère dont l'enroulement du test dépend de la température de l'eau de surface de mer. Ce foraminifère présente un enroulement dextre dans les eaux de surface chaudes et un enroulement sénestre lorsque l'eau de surface est froide. Et l'analyse de la proportion de ces deux types permet donc de donner une idée sur la température des eaux de surface et par conséquent du climat. Le graphe, il montre que la proportion des Neoglobquadrina pachyderma à enroulement sénestre sont variables en fonction du temps. Parfois donc elles sont absentes, ce qui atteste donc un climat chaud, et parfois elles dominent largement, ce qui indique donc un climat plutôt froid. Dans les sédiments continentaux, les climats peuvent être donc reconstitués à partir de l'abondance des grains de pollen. Ici, vous avez donc des grains de pollen du pin et du chêne. Donc, l'étude de l'abondance de ces grains de pollen dans une carotte prélevée dans un lac de Grèce, qui s'étend donc sur 500 000 dernières années, a permis de distinguer des périodes où les graines de pollen sont très abondantes et des périodes où les graines de pollen sont donc quasi absentes. Les périodes d'abondance peuvent être corrélées à des températures plus ou moins élevées déduites à partir de l'analyse de l'oxygène O18, ce qui témoigne en fait que les grandes forêts suivent les périodes chaudes. Donc, à partir de ces différents indicateurs, on a pu reconstruire la variation des climats au cours du temps. À partir du Cambrien, on remarque qu'il y a donc trois grandes glaciations, une à l'Ordovicien, l'autre au Carbonifère permien et une au Plio-quaternaire,
qui sont séparées par des périodes plutôt chaudes. Si on prend l'exemple du Carbonifère permien, on remarque que durant cette période, les dépôts glaciers, c'est-à-dire les moraines, sont très répandus. On les trouve dans l'Antarctique, au niveau de l'Australie, l'Inde et dans une partie de l'Afrique et de l'Amérique latine. Ce qui témoigne donc d'une imposante calotte glaciaire qui recouvrait ces zones durant cette période. Durant cette même période, c'est-à-dire Carbonifère permien, les roches au niveau de la France contiennent du bois fossile et du charbon, ce qui atteste la présence de forêts importantes caractéristiques d'un climat tropical. Lors, la France se situait à des latitudes proches de l'équateur durant le Carbonifère permien. Donc, au contraire, la période du Crétacé, elle se caractérise par l'absence de dépôts glaciers, par une abondance des dépôts calcaires, surtout la craie, des dépôts évaporitiques et de la bauxite. Du charbon et des crocodiles ont été même retrouvés à proximité des pôles. Ce sont donc des indicateurs d'un climat chaud, ce qui atteste que le Crétacé était plutôt une période chaude. De ce qui précède, on a vu qu'il y avait des variations historiques des climats de la Terre, mais quelles sont les causes de ces variations? En fait, les causes, elles sont complexes et peuvent être regroupées en plusieurs catégories. Des facteurs astronomiques, comme des variations de l'excentricité de l'orbite de la Terre autour du Soleil, des changements dans l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre, ou encore la précession de l'axe de la Terre. Des facteurs géologiques, comme la dérive des continents, les éruptions volcaniques et la formation des chaînes de montagnes. Des facteurs océaniques, tels le changement dans la circulation océanique ou les variations du niveau de la mer. Des facteurs atmosphériques, tels que le rôle des gaz à effet de serre. À l'échelle des millions d'années, c'est plutôt donc le mécanisme de la tectonique des plaques qui affecte la répartition des continents et des mers qui semble donc expliquer ces variations climatiques. À l'échelle moyenne, donc des dizaines de milliers aux millions d'années, c'est plutôt les facteurs astronomiques qui contrôlent les variations climatiques. Mais à l'échelle du millier à des dizaines de milliers d'années, les changements climatiques sont plutôt le résultat des variations de la concentration des gaz à effet de serre, donc des facteurs atmosphériques. Donc, sous l'effet de la tectonique des plaques, les continents se déplacent à la surface de la Terre, la configuration du monde, elle change au cours du temps. Il en résulte que des régions du globe peuvent être situées dans des zones climatiques diverses au cours du temps. Il est vrai que la vitesse de déplacement elle est de l'ordre du centimètre par an et par conséquent, donc, un changement notable du climat, il nécessite des durées considérables. En effet, les régions qui sont situées aujourd'hui en bordure des côtes et qui ont un climat donc tempéré, ils ont eu un caractère continental très affirmé. La tectonique des plaques agit aussi sur le climat par la formation des chaînes de montagnes et par la redistribution des courants marins. Le deuxième facteur permettant donc d'expliquer les variations historiques du climat, c'est les forçages astronomiques. Selon la théorie de Milankovitch, 3 paramètres astronomiques contrôlent le climat, à savoir donc l'excentricité, l'obliquité et la précession. L'excentricité, elle décrit la forme de l'orbite terrestre et le degré de l'aplatissement de l'ellipse par rapport
au cercle. Elle varie de 0 à 1. Si l'excentricité est nulle, donc on a une orbite circulaire. Et si l'excentricité est comprise strictement entre 0 et 1, on a une orbite elliptique. Cette variation de forme de l'orbite terrestre, elle est cyclique et présente une période de 100 000 ans. L'obliquité, c'est l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre par rapport à la normale au plan de l'écliptique. Elle varie de 22 degrés à 25 degrés, la valeur actuelle étant de 23 degrés 26 minutes. Cette variation est cyclique avec une période de 41 000 ans. Et si l'obliquité augmente, donc les saisons seraient plus contrastées. La précession. En fait, la Terre, elle tourne sur elle-même, mais à la façon d'une toupie. C'est-à-dire que la direction de l'axe de rotation, elle varie et elle décrit un cercle. Cette direction, elle s'inverse avec une périodicité de 26 000 ans. Donc, à cause de cette précession, les saisons ne se passent pas dans les mêmes endroits sur l'orbite terrestre. Il y a 11 000 ans, par exemple, l'été dans l'hémisphère nord se produit lorsque la Terre était plus proche du Soleil. Et par conséquent, on a un été très chaud. Mais aujourd'hui, avec la précession, l'été se passe plus tôt quand la Terre est plus loin du Soleil. Par conséquent, on a un été plutôt plus frais. La combinaison de ces trois paramètres, à savoir donc l'excentricité, l'obliquité et la précession, influence les climats de la Terre avec un cycle de 21 000 ans. L'activité volcanique peut donc agir sur les climats et entraîner des variations historiques des climats. En effet, lors des grandes explosions volcaniques, des quantités énormes de poussière et de gaz vont être éjectées dans l'atmosphère. Ces gaz et cette poussière va agir sur le bilan énergétique général, donc entraînant un réchauffement de la stratosphère par absorption davantage des rayons qui proviennent du Soleil et par refroidissement de la troposphère en limitant donc la quantité des rayons qui va arriver à la surface de la Terre. Donc, par leur variation, les facteurs qui contrôlent le climat peuvent entraîner soit un réchauffement ou un refroidissement. En effet, la forte excentricité et la forte inclinaison ainsi qu'une faible distance par rapport au Soleil en été entraînent un réchauffement, alors que la faible excentricité, la faible inclinaison et la grande distance par rapport au Soleil en été cause un refroidissement. De même, un volcanisme intense cause un réchauffement et une réduction des surfaces gelées cause donc un réchauffement par diminution de l'albédo et l'augmentation des surfaces gelées cause donc un refroidissement par l'augmentation de l'albédo.